Bonjour à tous, donc bienvenue au Forum Horizon pour ceux qui viennent d'arriver, qui n'étaient pas là avant. Donc le Forum Horizon, on a pour but de mettre en relation les étudiants avec des structures un petit peu en accord avec leurs convictions écologiques et sociales. Et c'est pas que des rencontres, on va faire des espaces de débat et d'échange aussi. Et c'est la première table ronde autour de laquelle on va parler maintenant pour discuter un petit peu du rôle des entreprises dans notre transition écologique, transition climatique aussi notamment, dont a très bien parlé Jean-Joseph, sûrement beaucoup mieux que je vais en dire. Et, euh, et donc, pour commencer, on va se présenter tous. Donc, moi, je suis étudiant à l'École centrale de Nantes, je fais partie de l'organisation du Forum Horizon. Excusez-moi. Ce qu'on va faire pour commencer, c'est que on va se présenter un par un. Comme ça, je vais donner la parole à quelqu'un. Vous allez vous présenter, puis vous donnerez à votre tour la parole à quelqu'un d'autre pour qu'il se présente. Et surtout, prenez votre temps. On est là pour donner à voir aussi des parcours à tous les étudiants. Et voilà. Donc, racontez un petit peu votre histoire et qu'est-ce que vous faites là où vous le faites actuellement, bon, pas que ce qui permet de remplir votre frigidaire, j'ai envie de dire, aussi ce qui vous anime et ce à quoi vous contribuez actuellement. Voilà. Donc, Benoît, je te laisse commencer par exemple. Très bien, bonjour à tous, merci de m'avoir proposé de venir ici. Donc moi je suis étudiant aussi, je suis dans ma quatrième année d'école d'ingénieur. J'étais à Polytechnique et je fais ma dernière année aux mines à Paris. Voilà, je me spécialise dans les enjeux, dans les questions environnementales et les questions d'affaires publiques aussi aux mines. Je suis ici parce que je suis membre du collectif Pour un réveil écologique. Donc peut-être certains d'entre vous ont entendu parler. Ce collectif est donc celui qui a écrit le manifeste étudiant pour un réveil écologique en septembre 2018, il y a 2 ans et demi à peu près, qui a été signé par 32 000 étudiants assez rapidement en quelques mois. Et donc, ce qu'on dit dans ce manifeste, c'est que on fait le constat d'une crise écologique très grave et on constate qu'il y a aujourd'hui une absence de réponse du monde économique et politique, qu'aujourd'hui les semblants de réponses apportées par les entreprises sont très loin d'être à la hauteur de l'enjeu. Et donc, en signant ce manifeste, on s'engage à choisir un employeur, on s'engage à travailler pour la transition écologique et à choisir un employeur qui placera ses impératifs environnementaux au cœur de sa stratégie. Euh, donc, c'est un manifeste qui a eu un écho médiatique assez important, et puis dans le monde étudiant notamment, mais aussi dans le monde des entreprises. Et ça a intéressé beaucoup de patrons d'entreprises parce qu'ils se sentaient concernés par ça directement. Et ils craignaient d'avoir de plus en plus de mal à recruter, ce qui est déjà une difficulté pour certaines entreprises. Et donc, ça nous a ouvert la porte à beaucoup d'entreprises. Donc, ça fait à peu près 2 ans qu'on va voir des entreprises, qu'on échange avec eux, qu'on s'intéresse à leur stratégie environnementale, leur stratégie climat, et qu'on essaie de les challenger. Donc, c'est un premier aspect sur lequel on travaille avec ce collectif, dont je pourrais parler un peu plus. Et puis, un deuxième aspect sur lequel on travaille aussi parce que ça nous paraît très important, c'est la formation et le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants qui sortent de leurs études sans avoir entendu parler des enjeux environnementaux, sociaux. Les formations ne préparent pas du tout à travailler dans un monde en transition. Euh, et donc, on essaye de bouger différents acteurs de l'enseignement supérieur pour qu'ils intègrent davantage ces questions-là. Voilà pour la présentation rapide de ce que je fais avec ce collectif. Ok, merci beaucoup Benoît. Peut-être tu peux Je désigner peux quelqu'un. donc donner la parole, ouais, à Mathieu. Merci. Benoît, on se connaît justement parce qu'il était venu une fois intervenir dans mon entreprise qui est Vinci, le groupe Vinci. En particulier, moi je travaille dans le groupe, chez Vinci Construction France en tant qu'ingénieur travaux, donc c'est-à-dire que je fais de la coordination sur chantier. J'ai un boulot plutôt opérationnel que j'ai commencé il y a 5 ans. Il y a 5 ans, j'étais en école d'ingé comme la plupart d'entre vous. J'ai commencé à bosser à une époque où, il faut le dire, quand même, il y a 5 ans, je pense que l'environnement et la société n'étaient pas prêtes de la même façon qu'elle l'est aujourd'hui à parler de ces sujets. Et donc, j'ai commencé un peu
me suis lancé un peu dans mon truc sans forcément le mettre au cœur de mes choix. J'ai eu la chance de prendre une année de congé sabbatique au bout de 2 ans en partant en volontariat à Madagascar. Ça m'a un peu rafraîchi les idées. Et j'ai fait le choix, en fait, en revenant de ça, de me dire, et je pense que c'est peut-être le choix dans lequel la situation dans laquelle se retrouvent certains d'entre vous, c'est de se poser la question de, voilà, où est-ce que j'allais revenir travailler. Et j'ai fait ce choix de plutôt faire un choix d'intrapreneuriat. Donc, je savais que je voulais mettre au cœur un peu de mon métier un engagement écologique. Bah voilà, soit j'avais un peu le choix entre soit aller m'installer et faire de la permaculture quelque part, soit me trouver une entreprise qui agissait directement sur un produit typiquement qui participait à cette transition. Et une autre option que j'ai choisie, qui était plutôt cet intrapreneuriat, qui est d'aller au cœur de là où ça va pas très bien et de voir ce qu'on pouvait y faire, sachant que c'est là où, en tout cas, comme c'est là où il y a le plus d'impact, disons que si on arrive à dévier légèrement la trajectoire, les impacts sont assez importants. Donc voilà, moi j'ai fait ce choix-là. Pour tout vous dire, en revenant de Madagascar dans ce genre de grand groupe, j'ai quand même, je me suis tue pendant 6 mois, on va dire. J'ai observé, j'ai essayé de me refaire une place pour essayer de recomprendre et voir ce que je pourrais y faire. Puis au bout de 6 mois, il y a une occasion qui s'est présentée, qui est que mon entreprise, ma filiale, redéfinissait son projet d'entreprise. Et dans ce projet d'entreprise, n'apparaissait à aucun moment les thématiques d'environnement. Donc les 4 défis pour demain étaient l'humain, la sécurité, l'économie et le business. Et donc, c'était un peu une aubaine pour moi parce que ça m'a permis de pointer finalement que, voilà, on n'était pas très actif là-dessus. Ça a choqué pas mal de collaborateurs autour de moi et donc j'ai essayé de mettre ensemble toutes ces personnes pour brainstormer et puis aller voir notre direction pour leur dire que, voilà, nous, on était force on constatait un certain nombre de choses qu'on pourrait améliorer, leur faire des propositions. Et il se trouve que ça a été plutôt bien reçu puisque voilà, ils ont réorienté un peu le projet d'entreprise et en 2020, là, depuis début d'année, on essaie de mettre en place un plan d'action pour transformer progressivement l'entreprise. Donc voilà, je ne sais pas dans quelle mesure il faut rentrer dans les détails, mais bon, disons que le sujet le domaine de la construction est un domaine voilà, particulièrement important dans toutes les questions climatiques, quand on considère à la fois l'énergie qui est utilisée pour produire les bâtiments, mais aussi pour les utiliser après coup. L'utilisation des bâtiments, c'est quelque chose qui est déjà assez maîtrisé, qui est en tout cas assez déjà pris en compte, d'isoler, de faire des rénovations énergétiques, etc. Il y a beaucoup de choses encore à faire, mais disons que c'est quelque chose qui est en tout cas déjà bien lancé depuis 10-15 ans, avec des réglementations thermiques sur les sujets. Ce qui manque aujourd'hui, un peu l'enjeu pour nous, c'est de s'intéresser vraiment à l'énergie de production, aux matériaux qu'on utilise. Voilà, une transition, par exemple, du béton vers le bois, toutes ces thématiques-là. Donc, il y a des thématiques assez intéressantes. Voilà, et donc on essaye dans ce plan d'action, typiquement, donc s'intéresser à comment on va accompagner nos clients en leur proposant des variantes plus bas carbone. On s'intéresse aussi à la sensibilisation de nos collaborateurs en organisant, par exemple, là, pour 2021, on va déployer des fraises du climat dans toute la boîte. Et puis après, on a nos bases vie qu'on essaie d'améliorer. Et puis, un gros sujet quand même aussi pour nous, c'est la gestion de nos déchets, puisque le secteur du BTP est le secteur le plus émetteur en déchets en termes de quantité. Quand vous regardez autour de vous, la plupart de la matière qui est autour de vous, c'est vos bâtiments dans lesquels vous habitez, vous allez travailler, vous étudiez, etc. Donc, c'est un gros poste à déchets, donc il y a pas mal d'enjeux environnementaux là-dessus. Je vais peut-être passer la parole et puis on pourra en parler tout à l'heure. Je vais passer la parole à Caroline. Merci. Donc moi, j'appelle Caroline Joly. Je suis sans doute la plus ancienne là, de la petite brochette autour de la table. Donc moi, j'ai démarré ma vie professionnelle dans le marketing, en lien avec mes études en fait à l'époque, et assez rapidement, au milieu des années 2000, il y a un certain nombre de choses qui ne faisaient plus sens pour moi. Consommer plus, dépenser plus.
m'y retrouvais plus très bien. Et en fait, assez naturellement, ça m'a conduit vers le développement durable qui, à l'époque, était encore assez embryonnaire dans les entreprises, hein, nous dans les plus grosses. Et donc, moi, j'ai créé mon propre cabinet, en fait, dès 2003, on va dire, sur ces sujets-là. Et pendant une dizaine d'années, donc, j'ai accompagné des entreprises, des collectivités à faire leur premier pas, on va dire, dans ce domaine. Et en 2013, en fait, j'ai rejoint donc le groupe ERAM, qui était en fait un de mes clients et qui a ressenti à ce moment-là le besoin d'étoffer, on va dire, sa structure, et donc m'a proposé de prendre en charge en fait la responsabilité de la RSE. Ce que j'ai accepté. Donc du coup, j'ai été pendant. On m'entend mal, non? Il y a un problème de son? Je sais pas. Non. Et donc j'ai occupé cette fonction pendant 6 ans, donc de 2013 à 2019. Donc je suis partie d'une feuille blanche pour progressivement intégrer, on va dire, la RSE dans la stratégie de l'entreprise, dans le développement aussi de nouveaux business models. Donc, on va dire qu'on est passé d'une RSE un peu réparatrice, hein, où on travaillait plutôt sur la diminution des impacts, à une RSE plutôt de transformation, on va dire. Et chemin faisant, là aussi on évolue, et j'ai pris conscience à quel point, on va dire, le climat devenait un petit peu la mère de toutes les batailles, si je puis dire. Et donc, dans le cadre de mes fonctions, en fait, j'ai co-organisé un grand événement en 2019 sur le climat pour mobiliser les enseignes de retail et les collaborateurs, les clients sur le climat. Et du coup, j'ai décidé de me consacrer, on va dire, professionnellement, principalement à ce sujet. Et là, j'ai rejoint une initiative qui s'appelle Mission Change, qui vise à accélérer la décarbonation des PME-PMI, partant du principe qu'aujourd'hui, les grandes entreprises, dans l'ensemble, ont les moyens humains, financiers, d'avoir des personnes dédiées à ces sujets et de faire appel à des cabinets conseils pour les accompagner, ce qui n'est pas le cas des plus petites entreprises. Et donc, on s'est dit que là, il y avait quelque chose qui manquait et qu'il ne faut pas les laisser sur le bord du chemin parce qu'elles ont besoin, elles aussi, d'innover et de se transformer. Il y a aussi des emplois derrière. Et donc voilà, donc on a monté, là on est en phase d'expérimentation, on est en cours avec un programme collectif pour accompagner ces entreprises vers la décarbonation, et le fait de le faire de manière collective, ça permet de massifier et aussi donc du coup d'avoir un coût plus accessible. Voilà, donc voilà ce que je fais en ce moment, on pourra en parler. Donc le climat est au cœur de mon sujet, et à titre sinon bénévole, je suis engagée, moi aussi je suis shifteuse, je suis engagée dans Shift Project, et j'ai notamment travaillé très largement sur le programme Shift Your Job pendant le premier confinement. Voilà. Dire, pour l'instant. Alors que je passe la parole, mais du coup, j'ai pas retenu les prénoms des. Il y a Clémence. Clémence. Ouais, Clémence. Ouais, c'est ça, je crois que je suis la dernière. Donc, Clémence Pétillon, bonjour à tous, enchantée. Moi, j'étais à Centrale Nantes il y a 2 ans de ça. J'ai fait, du coup, je pense qu'il y a quelques centraliens, donc je peux vous faire un petit topo sur mon parcours à Centrale. Je fais première année classique, hein. Deuxième année, j'ai fait, je crois que ça s'appelle toujours comme ça, Ficité. Donc, pour ceux qui sont pas de Centrale, c'est ingénieur de l'habitat et de l'environnement urbain. Donc, on touche un petit peu à tout ce qui est urbanisme, structure, bâtiment, ensoleillement. On a quelques cours à l'école d'archi, donc assez orienté en fait BTP. Au milieu de ça, je me suis dit bon, faut que je parte un petit peu à l'étranger, donc je vais partir 6 mois en Erasmus en Espagne. J'ai continué en fait les thématiques toujours autour de l'environnement urbain, un petit peu de système électrique, un petit peu d'urbanisme, mais en Espagne. Voilà. Suite à ça, je suis revenue. Je me suis dit, bon, j'ai pas envie de reprendre Centrale tout de suite, je vais faire une césure. Donc, j'ai fait 2 stages de 6 mois en césure, parce qu'à l'époque, c'était possible, apparemment. Un premier stage sur les énergies renouvelables en bureau d'études à Nantes, en bureau d'études qui s'appelle Artelia. Donc, on bossait beaucoup avec l'ADEME. Et un deuxième stage sur un projet en Australie de rénovation des éclairages électriques pour en fait passer les 40 000 points lumineux en LED. En gros, je vous la fais courte. Je suis revenue à Nantes. Je suis arrivée en option matériaux et procédés, si ça s'appelle toujours comme ça.
Et donc là-dedans, en fait, donc j'avais mon option matériaux et procédés, et en plus de ça, en fait, on a une option professionnelle tous les mardis qui était alors ingénieur de la transition écologique, IECO, on appelait ça. Et donc là, on a rencontré en fait beaucoup d'entreprises qui nous ont vachement ouvert l'esprit sur tout ce qui se fait dans les entreprises, tout ce qui peut se faire, les normes, qu'est-ce que le cradle to cradle, voilà, un petit peu tout en long, en large, en travers. Donc ça nous a vraiment beaucoup ouvert l'esprit. On était un beau groupe d'une 40aine de retours de césure. Et un peu comme Mathieu, on s'est tous regardés dans les yeux et on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine. On avait notre stage à trouver en avril et on était les 3/4 à se demander qu'est-ce qu'on allait faire. On s'est posé beaucoup de questions parce qu'on est tous allés dans des endroits du monde qui nous ont fait beaucoup réfléchir. Que ce soit moi en Australie avec tout ce qui est réchauffement, une faune complètement hallucinante qu'on n'imagine pas. J'ai des amis qui étaient aux Philippines, il y en a d'autres qui sont partis en Amérique du Sud. Donc ça fait beaucoup réfléchir. On est tous revenus en France et on s'est dit qu'est-ce que nous, à notre petit niveau, on peut faire. Où est-ce qu'on va s'engager? Dans quoi est-ce qu'on va s'engager? Dans quoi est-ce qu'on va être fier de s'engager? On a tous pris des chemins un petit peu différents. Et moi, pour ma part, je suis partie chez Decathlon. Donc, on connaît tous Decathlon. On a tous une petite histoire avec Decathlon, je pense, en tout cas. Donc, Decathlon, entreprise de retail, parce que c'est une entreprise qui est faite pour faire de la vente, de la grosse production de matériel de sport. Donc, je suis basée à Lille et j'ai commencé à Lille chez Decathlon en stage, en fait, d'éco-conception sur un vélo pliant. Donc, l'idée, c'était de se dire, je repense en fait l'utilité de mon vélo et je veux que mon vélo ne pourrisse plus dans mon garage les 3/4 de son temps de vie, mais par contre, je veux qu'il roule le plus possible. Donc, c'était aussi repenser tous les business models qu'il y avait autour du vélo, comment est-ce que j'utilise mon vélo, comment est-ce que je le crée. Donc, il y avait une partie conception et vraiment une partie business model. Moi, en fait, en 6 mois, clairement, j'ai pas eu le temps de faire un vélo parce que ça prend un peu plus de temps que ça. Par contre, j'ai débroussaillé un petit peu le terrain et ça a donné suite à plusieurs petites initiatives. Et suite à ça, en fait, on m'a proposé un poste sur lequel j'ai beaucoup réfléchi. On pourra y revenir tout à l'heure. C'est un poste en fait d'ingénieur composant. Donc en fait, on est structuré avec ce qu'on appelle un process vélo qui est divisé en chaque fonction du vélo. Il y en a qui travaillent sur les roues, d'autres qui travaillent sur les pneus, d'autres qui travaillent sur les cadres, etc. Et moi, en fait, je suis sur la partie électrique des vélos électriques. Au début, quand on m'a proposé le poste, j'ai grincé des dents, clairement, parce que je me suis dit, je passe d'un vélo pliant qui est censé remplacer une voiture et prendre tous les transports en commun possibles et être hyper durable avec un nouveau business model à je vais faire de l'électrique. Donc, ça m'a fait poser beaucoup de questions et un peu comme Mathieu, je me suis dit, si c'est pas moi qui le fais, ce sera quelqu'un d'autre qui sera peut-être moins convaincu. Donc, si moi j'y vais pas, peut-être que ce sera pas aussi bien fait que si j'y vais. Donc, j'ai accepté parce qu'en plus de ça, on m'a promis, et c'est ce qui se passe, une grosse partie de ma mission sur... je suis en fait leader développement durable sur tous les composants électriques. Donc, l'idée, c'est qu'on va chercher à éco-concevoir chacun des composants, à réfléchir comment est-ce qu'on peut les ramener en Europe, comment est-ce qu'on peut optimiser leur utilisation de matière, améliorer leur durabilité, améliorer leur réparabilité, utiliser tous nos petits ateliers Decathlon qu'il y a partout dans le monde pour en fait avoir un vélo, alors électrique certes, mais quand même un vélo qui se répare et qui a une durée de vie en fait beaucoup plus étendue par rapport à ce qu'on avait avant. Je vais m'arrêter là parce que sinon j'en ai pour 2 heures. Super, merci beaucoup à vous. On comprend un petit peu mieux. C'est pour donner un peu de la profondeur à ce que vous allez nous raconter. Comme ça, on sait à qui on parle. Et puis, il y a Juliette qui ne s'est pas présentée, mais qui a déjà dit un mot au début du forum. Elle va m'aider un peu. Elle va recueillir les questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas. Je m'adresse aux étudiants dans les gradins, à tous les gens qui nous écoutent. N'hésitez pas à envoyer plein de questions dans le chat, à demander ce que vous voulez aux intervenants. À la fin, on aura un temps dédié pour poser à nos 4 chers intervenants les questions que vous voudrez bien leur poser. Donc n'hésitez pas, c'est le boulot de Juliette, donnez-lui du travail. Voilà. Donc, vous avez déjà répondu à quelques petites questions que j'avais pu vous poser, mais en fait, c'est vrai que quand on parle de l'impact des entreprises, peut-être Juliette, tu peux envoyer la première question, parce que moi, c'est ce que je me suis demandé. Je me suis dit, mais quelle est la part de responsabilité des entreprises dans la transition bas carbone, climatique, écologique qu'on va
qu'on va devoir faire, hein, parce que maintenant on n'a plus trop le choix. Et donc voilà, réagissez, répondez. On va essayer de faire un mini sondage pour savoir qu'est-ce que j'en pense. Bah, vous aussi, vous pouvez répondre, hein, même si vous êtes autour de la table. Voilà, pour voir un petit peu ce que pensent les gens. Voilà, donc vous pouvez réagir au message. Il y a un petit bonhomme à côté du message. Vous choisissez la réaction qui correspond à la réponse. Et puis voilà. Donc je lis la question. De quelle part des émissions mondiales de gaz à effet de serre les entreprises les plus émettrices sont-elles responsables, à votre avis? On va laisser un petit peu. Moi, je connais la réponse, je mets ce que j'aurais mis si je ne savais pas. Ah oui, d'accord. Waouh. Allez, faites Bon, alors, pour moi, je suis tombé sur c'est un article du Guardian. Le Guardian, c'est quand même un journal qui s'engage petit à petit, qui a un petit peu compris, enfin, qui veut apparemment le mettre sur le devant de la scène, ce sujet. Et donc, une étude américaine qui est tombée sur les 20, bon, on parle des 20 entreprises les plus émettrices au monde. On est sur un tiers des émissions de CO2, les 20 plus polluantes. Donc, c'est quand même assez conséquent. Et là, on parle des émissions de CO2 qui ont été émises depuis l'ère industrielle. Donc, ça fait quand même beaucoup. On est sur les 20 entreprises les plus polluantes à peu près. Et si on prend les 100 premières émettrices, on est à 70% des émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Donc ça, c'était juste pour justifier l'existence de cette table ronde. Voilà. Donc concrètement, moi, je voulais peut-être on peut commencer par toi, Caroline, savoir quand on parle de trajectoire bas carbone, transition, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Là, demain, Mathieu, il vient te voir. Il te dit, toi qui fais un peu du conseil aux entreprises, qui veut t'engager là-dedans, il vient te voir, il est PDG de Vinci. Bon, du reste, il ne l'est pas encore. Je veux transitionner, je veux réduire par 2, 3, 4, 10, soyons fous, mes émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce que je fais? Je commence par quoi? La première chose à faire, c'est de connaître le point de départ, c'est-à-dire mesurer. Déjà de savoir effectivement d'où on part et savoir où sont les facteurs d'émission dans l'entreprise. Donc, le bilan carbone s'impose. Ça, c'est la première étape. Je dirais qu'on ne peut pas se projeter sans savoir effectivement d'où on part. Et un bilan carbone complet, c'est-à-dire pas simplement sur les scope 1 et scope 2, pour ceux qui sont un peu experts, mais aussi surtout sur le scope 3, puisque de toute façon, c'est sur le scope 3 que ça se passe. Tu peux nous expliquer ce que c'est, scope 1, 2, 3, pour ceux qui ne connaissent pas? Le scope 1, c'est grosso modo ce qu'émet l'entreprise comme gaz à effet de serre. Ça va être notamment si elle a son propre combustible. Par exemple, imaginons qu'elle est chauffée au gaz, et bien du coup, c'est ses propres émissions sur son site. Voilà, c'est aussi ça, la flotte de véhicules, ces véhicules. Enfin, c'est tout ce qui lui appartient en fait et qui émet directement en fait de l'énergie et donc des gaz à effet de serre. Le scope 2, c'est effectivement tout ce qu'on achète en fait comme énergie. C'est l'énergie indirecte. On va dire que le premier, c'est l'énergie directe, le deuxième, c'est l'indirect. Et puis, le scope 3, c'est tout ce qu'on achète, ce qui est en amont ou en aval de l'entreprise. Donc, c'est toute la partie matière première, extraction, transformation, jusqu'effectivement arriver à l'entreprise. Et puis ensuite, c'est qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a vendu le produit, donc dans sa consommation, et puis ensuite sa fin de vie. Le scope 3, c'est en amont et en aval. Et donc, eh bien, l'essentiel, effectivement, des émissions de gaz à effet de serre, pour la plupart des entreprises, elles sont dans le scope 3, c'est-à-dire ce qui se passe en amont et ce qui se passe en aval. Et donc, c'est là qu'est le plus difficile, parce qu'évidemment, diminuer son impact sur ce qu'on maîtrise sur un niveau direct, c'est assez simple d'une certaine manière, mais surtout, ça n'a pas beaucoup d'impact, parce qu'en plus, en France, on est sur une énergie, en tout cas, très décarbonée pour ce qui est d'énergie électrique. Donc, c'est en amont, et c'est là où, effectivement, quand on commence à se rendre compte, et là, dans le groupe de travail avec qui je travaille en ce moment, il y a beaucoup d'entreprises du domaine de l'acier, eh bien, on va dire 80 à 90% de leurs émissions de gaz à effet de serre, c'est la matière première, c'est-à-dire l'extraction de fer, la transformation dans la sidérurgie, etc. Et donc, assez vite, on va toucher au cœur du réacteur, si je puis dire.
Et donc, c'est là où c'est le plus difficile d'agir. Donc, pour conseiller, d'abord, un, c'est mesurer. Et deux, c'est effectivement mettre à plat, on va dire, toute cette chaîne de valeur et d'essayer de voir, en fait, de faire toute l'histoire du produit, hein, des premières étapes jusqu'à la fin de vie, et d'essayer de se dire où sont donc mes leviers. Et du coup, il va y avoir différents leviers. Hein, ça va être effectivement dans la chaîne de valeur, ça va être sur les choix des matières, ça va être sur les pays dans lesquels on fait fabriquer, ça va être sur les modes de transformation, ça va être ensuite, bien sûr, sur ce qui se passe sur la fin de vie. Donc, en fait, on va très vite déboucher sur les enjeux de l'économie circulaire, en réalité. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, je ne sais pas si je développe plus, mais enfin, en tout cas, ce qui m'importe, moi, c'est d'abord, un, de savoir d'où on part, deux, les leviers, on les connaît dans l'ensemble, et attention, je ne dis pas que c'est facile. Et trois, ensuite, c'est mesurer ce qu'on fait. Ah oui. Pour le piloter. Donc, moi, je suis un peu attachée à ces sujets de la mesure parce que d'ailleurs, c'est ainsi, je pense que c'est aussi pour ça qu'on n'y arrive pas beaucoup, c'est qu'on fixe des objectifs, mais on ne pilote pas. Voilà. Pas assez. Ok, donc pour résumer, ouais, déjà savoir ce qui se passe avant de vouloir planifier, ouais. Mesurer, on définit les leviers, on regarde ce qui émet le plus. Puis après, une fois qu'on a établi un plan d'action, il faut aussi mesurer, voir si ce qu'on fait, ça marche ou ça marche pas. Ok. Et je précise quand même, juste sur les leviers, c'est là où il y a beaucoup à faire. Parce que c'est là où il va falloir innover, transformer, et peut-être parfois même renoncer à certaines activités. Ça, on pourra y revenir. Peut-être qu'on en reparlera avec Benoît. Ok. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que vous, Clémence, Mathieu, vous pouvez peut-être nous en dire un tout petit peu plus sur à l'intérieur de l'entreprise, est-ce que ce genre de choses, c'est à l'ordre du jour? Est-ce que c'est marqué dans l'agenda, ça? Faire le bilan, définir les leviers. Peut-être que on parle sur des, comme l'a dit Jean-José, quand même de problèmes de moyen et long terme. Et moi, je sais pas, je me suis dit peut-être que les dirigeants de CA, de grands groupes, peut-être qu'ils devaient avoir pas un agenda comme nous jusqu'au 31 décembre, mais un agenda qui va jusqu'à 2030. Est-ce que c'est à l'ordre du jour? Est-ce qu'on parle de bilan, de définir des leviers? Ce qui existe aujourd'hui, qu'on voit souvent, c'est des diminutions, effectivement. Alors, il parlait jusqu'à récemment, jusqu'à 2020, et puis maintenant, on passe à 2030, mais c'est des diminutions du scope 1 et 2. Moi, personnellement, dans ce que je vois autour, c'est vraiment ça. Ça fait quelques années quand même qu'on parle, il faut diminuer notre empreinte carbone de l'entreprise, et donc les gens ont des objectifs des scopes 1 et 2, et aujourd'hui, effectivement, on a déjà un historique de mesures sur les 15-20 dernières années de nos consommations de base vie, de bâtiments, enfin de nos bureaux et de l'essence qu'on utilise pour nos voitures. Le truc, c'est qu'on a réussi à diminuer énormément parce qu'il y a une efficacité énergétique des voitures et des bâtiments qui a été naturelle. Et donc aujourd'hui, on peut se féliciter d'un truc, mais en fait, on n'a eu à peu près aucun rôle là-dedans. Et donc, en tout cas, il y a déjà cette chose-là, mais finalement, il n'y a pas vraiment eu de prise en main à part de la mesure sur ces scopes 1 et 2. On commence, et moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que je pense justement il y a une pression sociétale, il y a une pression aussi des normes pour se lancer dans le scope 3. Pour vous donner un exemple, par exemple, sur les bâtiments, donc jusque maintenant, il y avait des normes qui existaient, qui étaient les réglementations thermiques, qui permettaient de mesurer, de donner des objectifs quand tu concevais un bâtiment pour se dire il va consommer tant au mètre carré. Donc ça, c'était dans sa durée de vie. Et aujourd'hui, c'était dans son usage. Et aujourd'hui, on a une réglementation environnementale 2020 qui est en train de sortir, qui va être appliquée bientôt, et qui force à partir du moment où vous concevez un bâtiment, de faire son bilan carbone. Donc aujourd'hui, ça va être la norme, ça va être la loi qui va l'imposer. Et c'est un peu triste de se dire que jusque maintenant, il y avait quelques bâtiments qui étaient, on faisait des analyses de cycle de vie global, mais comme c'était pas obligatoire, clairement, c'était pas la globalité, c'était que quelques bâtiments publics, quelques bâtiments de bureaux, parce que ceux qui allaient utiliser les bureaux avaient envie d'être certifiés, avoir un bâtiment et communiquer là-dessus. Mais concrètement, sans ça, il y avait quand même très, très peu d'engagement. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se dire, en tout cas, ce sera peut-être des questions plus tard, mais on voit qu'en tout cas, jusque maintenant, l'entreprise n'a pas forcément pris en main de lui-même. Il y a quelques exemples, mais la plupart des grands groupes l'ont pas pris
l'ont pas pris en main tout seul. Et il faut attendre souvent des normes qui viennent de l'État pour prendre en main. Et là, dans ce cas-là, les grands groupes sont très efficaces pour suivre ces normes-là et être particulièrement cohérents vis-à-vis de ces normes parce qu'ils ont des impacts d'image très très importants et donc souvent ils vont suivre ça. Ouais, moi, j'ai bien envie de réagir. En fait, c'est là, je pense, où on voit aussi la maturité des différents types d'entreprises. C'est-à-dire que je pense que mesurer l'impact d'un bâtiment, c'est pas aussi facile que mesurer l'impact d'un bidon. Tu vois, voilà, il y a une petite différence. Et du coup, c'est pour ça je rebondis là-dessus parce que pour Decat, par exemple, nous, on prend en compte le scope 3 et on a en fait, alors, on parlait de bilan, on a un bilan. On en a un qui est aussi fiable que faire se peut parce qu'on a en fait un outil interne qui nous permet que chacun des ingénieurs remplisse en fait une espèce de datasheet de matériaux et de procédés qui va faire le calcul, mais c'est souvent un peu à la grosse de l'impact environnemental. Ça reste quand même une base, au moins on a quelque chose. On essaye de l'affiner en fait au plus possible, mais il faut se dire que pour chacun des produits, de chacun des rayons, de chacun des décathlons, en fait, on a cet impact-là. Et après, fort de ça, fort de ce qu'on sait sur nos bâtiments, sur nos usines de production, sur les transports, sur l'impact de tout ce qui gravite autour de nos produits. En fait, je peux vous dire deux choses déjà. C'est que sur le scope total, en fait, l'impact du produit chez nous, Decathlon, représente en moyenne 80% de l'impact global de Decathlon. Donc, du coup, ils se sont dit, en fait, on a une équipe dédiée chez Decathlon, une équipe développement durable. Ils sont une bonne dizaine, je pense. Et en fait, ils ont des relais, comme moi, en fait, dans chacune des équipes pour faire redescendre les messages et pour faire des initiatives, en fait, un petit peu plus spécifiques à chacun des périmètres. Et en fait, ils ont quand même, eux, l'équipe développement durable, ils ont une ligne directrice qui est moins 40% de CO2 à 2026. Nous, on se base sur 2026, alors ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas. On se base sur 2026 et en fait, après, on a des visions jusqu'à 2030, mais l'idée, c'est déjà 2026. Et en fait, dans ces 40% de diminution de CO2, on a des grands groupes qui vont nous dire, bah voilà, pourquoi c'est 40%? Parce qu'il y a une raison, c'est pour respecter les accords de Paris. J'ai pas les calculs exacts, mais en fait, pour respecter les accords de Paris, Decathlon a dit, si nous, on diminue nos émissions globales de 40%, on respecte les accords de Paris. Donc, on est d'accord, on part là-dessus. Et après, ils se sont dit, comment est-ce qu'on va faire pour faire ces moins 40%? Et on a des grands points, en fait, des grandes thématiques chez nos fournisseurs, dans chacun de nos magasins Decathlon, pour nous, les collaborateurs, comment est-ce qu'on se déplace, etc., diminuer l'avion, diminuer les voyages à l'étranger, même si ça représente une toute petite partie, c'est toujours ça de prix. Et en fait, on a un gros pavé sur l'éco-conception des produits. Alors, l'éco-conception, c'est un mot un peu barbare. Selon moi, il faut plus parler d'optimisation et d'amélioration du cycle de vie. Déjà, juste le cyclage de la vie, ce sera déjà pas mal. Et du coup, on est en fait dans cette phase où on a à peu près, là en tout cas nous sur la partie vélo, on a une photo qui est à peu près claire et pas trop mauvaise, je pense, de où on part en termes de bilan. On sait, et maintenant on est en train de faire en fait ces stratégies en se disant, bah pour par exemple les batteries de vélo électrique, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, comment est-ce qu'on éco-conçoit une batterie de vélo électrique? Bon, j'ai pas la réponse, sinon je vous la donnerai, mais j'ai pas la réponse encore. Mais on travaille dessus et en fait, on va pas forcément partir sur l'éco-conception de la batterie en elle-même, mais c'est imaginer des filières de recyclage beaucoup plus vertueuses. Comment est-ce qu'on fait pour qu'ensuite nos fournisseurs de batteries fassent leurs cellules de batterie avec les matériaux recyclés? Donc en fait, c'est créer cet écosystème autour du développement durable et autour de chacun des petits projets qui pullulent un petit peu partout chez Decathlon. Donc pour le coup, chez Decathlon, on a une stratégie qui est assez claire, qui est globale pour tout le monde, et après chacun se l'approprie selon ses volontés. Et j'ai vu une question de qu'est-ce qui motive les entreprises. Tout. Selon moi, tout peut motiver une entreprise, tout dépend de l'entreprise.
Déjà, les personnes d'entreprise, s'il y a personne de motivé dans l'entreprise, ça marchera pas. Si c'est pas la personne la plus, c'est ce que j'avais dit moi pendant ma soutenance de stage, j'avais dit j'aime bien cette phrase, si c'est pas la personne la plus motivée en termes d'environnement qui va chez Total, en fait l'impact il sera plus faible. Je sais pas si c'est très clair, mais en fait plus l'entreprise est grosse et plus on se dit oh là là c'est la pire des entreprises pour l'environnement, plus il faut que la conscience écologique de la personne qui y va soit importante et à toute épreuve. De ma vision. Ça me Vas-y. beaucoup, Clément, parce que ça me fait vraiment penser à une discussion que j'ai eue avec un ingénieur qui me disait, bon ben là, avec la médiatisation de ces urgences environnementales, Total a beaucoup de mal à recruter des jeunes ingénieurs. Et cet ingénieur me disait, mais c'est encore un problème parce qu'on va encore un petit peu avoir besoin de pétrole, etc. Et bon, c'est accepter un peu d'aller dans un secteur qui va peut-être décroître, voire disparaître. C'est un peu bizarre comme trajectoire professionnelle. Et je pense que Benoît, tu peux un peu réagir à ça. On en avait parlé tous les deux. Toi, tu vois peut-être pas les choses comme ça. Effectivement, c'est un vrai enjeu pour Total et pour un certain nombre d'entreprises d'avoir du mal à recruter des jeunes aujourd'hui. Et je pense que c'est naturel, quand on est jeune, on se préoccupe de notre futur. Et notre futur, c'est notamment dans les conditions dans lesquelles il va se passer et donc les conditions environnementales. Et le manifeste qu'on a écrit, il pointe un peu un des risques pour les entreprises, c'est le fait d'avoir du mal à recruter. C'était, enfin, pour la question pourquoi une entreprise s'engage, il y a aussi beaucoup pour faire face à des risques. Donc il y a les risques environnementaux parce qu'elle peut être sujette enfin elle peut subir des conséquences de changement climatique par exemple. Donc pour pas les subir, elle va devoir s'engager à faire de l'adaptation, etc. Il y a les risques juridiques d'une entreprise. On sait que les lois vont être de plus en plus contraignantes sur les questions environnementales. Donc pour prévoir ces risques, l'entreprise a tout intérêt à s'y mettre plutôt. Voilà, enfin, parce qu'on sait que ça va être la trajectoire qu'on va suivre. Et puis il y a tous les risques de réputation. Et donc les risques de réputation, c'est vis-à-vis de tous les clients quand on vend à des clients, notamment les particuliers. C'est vis-à-vis des investisseurs aussi. Les investisseurs sont de plus en plus regardants quand même sur ces questions environnementales. Et puis derrière tout risque, il y a aussi une opportunité. Et puis en fait, une entreprise qui est plus engagée, elle va avoir plus facilement des investissements parce qu'on cherche aujourd'hui à pointer les investissements responsables, etc. Et puis, il y a tout l'enjeu du travail et donc des futurs salariés et puis des salariés actuels. Il y a un certain nombre de grosses entreprises qui me disent qu'ils ont du mal à recruter des jeunes, ils ont aussi beaucoup de mal à les fidéliser. Parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a beaucoup de jeunes qui se disent, soit ils cherchent un premier travail, c'est pas toujours facile de trouver un premier travail, donc ils vont rentrer dans une grosse entreprise. Parfois, ils rentrent avec cette volonté de changer de l'intérieur. Il y en a beaucoup on a beaucoup de témoignages, et puis c'est un fait, ce que nous disent des RH, qui partent après quelques années parce qu'ils sont désabusés, parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas d'impact, parce qu'ils se disent qu'ils sont dans une boîte qui est, dans le cas des multinationales, qui sont énormes, ils sont à un petit poste généralement quand ils rentrent parmi tant d'autres, donc ils n'ont pas forcément le pouvoir de faire changer les choses. Et donc ils préfèrent aller vers des modèles d'entreprise qui sont peut-être plus vertueux, donc des entreprises parfois plus petites, des entreprises qui ont ça vraiment dans leur raison d'être, dans leur mission, qui se sont créées pour répondre à un besoin sociétal, pour faire face à des questions environnementales. Ou tout simplement, où dès le début, l'entrepreneur s'est dit, moi j'ai envie d'avoir un modèle vertueux, un modèle responsable d'un point de vue écologique et social. Et je pense que ça se comprend complètement d'aller vers ce type d'entreprise. Et je crois que c'est un peu le but de ce forum aussi, c'est de présenter d'autres types d'entreprises aux étudiants. En disant, il n'y a pas que les emplois dans les grands groupes qui souvent payent les écoles pour venir présenter ce qu'ils font, parce qu'ils ont les moyens de le faire. Mais il y a aussi plein d'autres entreprises dans lesquelles il y a un modèle économique à réinventer. Ça passera par des transformations de grandes entreprises, mais aussi par des nouvelles entreprises, je pense. Voilà. Ensuite, je pense que ça peut aussi valoir le coup de rentrer dans les grosses entreprises pour essayer de les faire changer. C'est ce qu'essayent de faire Mathieu et Clémence, et je pense que c'est intéressant et c'est bien qu'il y ait des gens qui fassent ça. Je pense que c'est très compliqué. Moi, je dirais qu'il y a deux possibilités peut-être quand on fait ce choix de rentrer dans les grandes entreprises pour essayer d'avoir plus d'impact. C'est soit de faire comme Mathieu a fait. Il y a beaucoup d'entreprises qui le font de plus en plus. C'est de rejoindre des collectifs de salariés qui se penchent sur ces questions, qui essayent de brainstormer, de faire pression sur la direction
comme l'a fait Mathieu, pour essayer de mettre les enjeux environnementaux dans la stratégie, pour essayer de changer les pratiques aussi au bureau. Ça, c'est une première possibilité. Je crois qu'une autre possibilité aussi, c'est de passer par les instances de représentation du personnel, par les syndicats. Aujourd'hui, ils sont pas forcément très en pointe sur ces sujets. C'est pas forcément le meilleur, mais en fait, ils ont des vrais leviers aussi pour se saisir de ça. Parce que une entreprise, elle bouge en fonction des parties prenantes auxquelles elle fait face et des pressions qu'elle reçoit. Et donc, je pense que pour qu'une entreprise, et surtout les gros paquebots ou les multinationales bougent, il faut que la pression vienne de toutes parts. Donc, des futurs salariés. Et depuis quelques années, on fait entendre notre voix et ça devient un vrai enjeu pour les entreprises et un risque identifié de la part des salariés, que ce soit à travers des collectifs de salariés, à travers des syndicats, etc. Depuis des investisseurs, de l'État, voilà, de toutes les parties prenantes de l'entreprise. Peut-être que je voulais juste, peut-être tu peux nous préciser, parce que tu parlais de, voilà, il y a des motivations, enfin, tout motive une entreprise apparemment à transitionner, si je peux employer ce terme. Et tu as dit oui, il y a la réputation des clients et des investisseurs, parce que ça a de plus en plus de popularité d'avoir une action vertueuse. Et puis devant cette pression, certains décident, au détriment de la vraie action, de faire des artifices un petit peu comptables. C'est un peu dans l'ADN de Pour un réveil écologique aussi, de permettre aux étudiants de ne pas se faire greenwasher, comme vous dites. Si tu peux nous parler juste de cette petite différence entre vraiment agir pour tout ce qui est scope 3, etc. Et puis, on parle beaucoup de compensation, de choses comme ça, de réduction de l'efficience, etc. Mais ce qu'il faut, c'est, peut-être tu peux nous expliquer la réduction en valeur absolue. Ouais. Alors, on a créé notre but. Donc, on a été voir beaucoup d'entreprises. On a aussi parlé avec des experts de ces sujets environnementaux, de consultants, des associatifs. Et on a commencé à s'intéresser à ces sujets. On pense avoir développé quelques connaissances sur le sujet qu'on voulait partager aux étudiants, à la fois pour choisir une entreprise et puis pour avoir un regard critique sur ce que vont dire les entreprises. Donc, on a écrit ce qu'on appelle un guide anti-greenwashing qui est disponible sur notre site Pour un réveil écologique. Quelques éléments donc, que je peux donner de ce guide. Le greenwashing, c'est une technique qui est utilisée pour rendre vertueuse, pour donner une image vertueuse de l'entreprise, qui passe notamment par le marketing. Donc, c'est de plus en plus à la mode de faire des marketing responsables, sans prendre en compte du tout tout l'impact. Voilà, il y a des entreprises qui vont créer leur propre label qui va s'appeler Eco quelque chose. C'est créé par l'entreprise tout simplement dans un marketing. Si on veut parler un peu de climat, donc c'est plutôt le sujet là de la table ronde. Quelles sont un peu les stratégies des entreprises utilisées qu'on repère souvent? Déjà, il y a le fait qu'elles se concentrent uniquement sur le scope 1 et le scope 2, qui sont souvent le plus simple à réduire et c'est là où il y a le moins d'impact, comme on disait. Donc, c'est peu leur impact direct sur site ou lié à l'électricité. Alors que le plus important, c'est évidemment le scope 3. Pour prendre un exemple, Renault, le scope 1 et le scope 2, c'est 2% de ses émissions de gaz à effet de serre. Le scope 3, c'est 98%. C'est bien si Renault arrive à optimiser un petit peu ces processus pour utiliser moins d'électricité et moins d'énergie sur sa chaîne de montage. Ce qui est important, c'est qu'elle fasse des véhicules qui soient plus sobres, qui consomment moins, donc des véhicules plus petits, avec une autre motorisation, et pas qui construisent des SUV de manière un peu plus efficace. Et puis, voilà. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des objectifs comme ça sur les scopes 1 et 2. Peut-être de vendre une voiture aussi. Oui, aussi, essayer de s'inscrire dans un autre type de mobilité. Proposer davantage des offres de mobilité plutôt que de la vente de voitures pure et simple. C'est sûr, ouais. Donc, il y a ça, il y a se concentrer simplement sur un certain type d'impact. Aujourd'hui, il y en a quelques-unes qui commencent à avoir des objectifs aussi sur le scope 3. Souvent, c'est des objectifs relatifs, c'est-à-dire qu'ils disent on va diminuer. J'ai le cas de, je crois que c'est Kering, ils disent qu'ils ont diminué d'à près 25% ou 30% leurs émissions de gaz à effet de serre par point de chiffre d'affaires. Donc on se dit c'est vachement bien, en 5 ans ils ont réussi à faire ça. Sauf qu'entre temps ils ont fait une croissance de leur chiffre d'affaires de 78%, et notamment parce qu'il y a eu beaucoup d'inflation. Et du coup,
sur cette période de temps, leurs émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 50%. Donc pour le climat, ce qui compte, c'est bien les émissions de gaz à effet de serre en absolu et pas en relatif en divisant par quelque chose. Voilà. Donc quand c'est juste de l'inflation, en fait, ils n'ont rien fait. C'est un bon indicateur qu'ils ont choisi, donc il faut regarder un peu l'indicateur. Voilà, il y a d'autres techniques, par exemple le fait que les entreprises achètent des certificats d'énergie renouvelable aujourd'hui pour faire diminuer leur scope 2. Donc c'est-à-dire qu'ils vont acheter de l'électricité verte issue de renouvelables, et comme ça vaut zéro dans les émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a aussi des entreprises qui ont des objectifs qui ont des trajectoires très impressionnantes grâce à ça. Concrètement, acheter des certificats d'énergie renouvelable, ça ne coûte pas beaucoup plus cher. Et surtout, en France, un problème, c'est que ça ne permet pas de développer davantage de renouvelables parce que c'est que des certificats qui ont été émis par des centrales hydroélectriques depuis 40 ans. Donc, ça n'a aucun effet sur la lutte pour le changement climatique, mais ça permet de faire des belles annonces. Voilà, donc c'est un peu... Il y a beaucoup d'exemples comme ça dans les stratégies de marketing, dans les annonces en termes de climat. Il faut avoir un regard critique. Ouais, on a bien compris. Donc, il faut faire attention. On a bien compris le nerf de la guerre. Ça a l'air d'être le scope 3 quand même, hein. Et bon, moi, j'avais parlé un petit peu de ça avec d'autres étudiants aussi. C'est vrai que, bon, comme a dit Caroline, il faut que l'entreprise sache à quoi s'attaquer avant de s'y attaquer. Et comment on fait, c'est ça peut-être la vocation de Mission de Change aussi, Caroline, c'est comment on fait, parce qu'en effet, il y a des cabinets de conseil, on a beaucoup entendu parler de Carbone 4, qui aident les entreprises à faire ce bilan et à définir des actions. Mais comment on fait, parce que tout le monde ne peut pas se payer des Carbone 4, tu m'avais dit, Caroline. Est-ce que, bon, c'est bien de le rendre obligatoire, mais bon, tout le monde n'a pas quelqu'un qui a la compétence requise dans l'entreprise, etc. Donc, enfin, quelle est la solution? Peut-être avant juste de répondre à ta question, je voulais ajouter quelque chose par rapport à la question des freins. Parce qu'il y a une question, parce qu'on a parlé des motivations, mais je voulais des freins. En fait, je pense qu'il faut, j'en vois 4 freins. Le premier, c'est d'abord une méconnaissance. Il faut se dire que les gens qui sont aujourd'hui en fonction de management, de direction, n'ont pas appris ces sujets. D'abord, c'est toujours pas le cas partout aujourd'hui dans l'enseignement, mais à leur époque, enfin, à aucun moment dans les cursus, il y a eu évidemment ces dimensions. Donc déjà, il y a un manque de connaissances. Il faut se le dire. Donc c'est pas forcément facile d'appréhender un sujet pour lequel on ne connaît pas bien en tous les tenants et les aboutissants. Le deuxième sujet, c'est qu'il y a une dimension quand même psychologique qu'il faut prendre en compte, c'est que ça fait peur. On ne sait pas, c'est inconnu. Quand on commence à s'y intéresser un petit peu de près, on se dit oulala, mais c'est un immense enjeu. On a l'impression qu'on est au bas d'une montagne et on se dit comment moi, à mon petit niveau, ou même mon entreprise, je peux être un acteur utile dans cette situation. Il y a une espèce ça peut tétaniser, ça peut faire peur. Il ne faut pas oublier cette dimension psychologique, même quand on est dirigeant, on reste un humain. Voilà, donc il ne faut pas l'oublier. Donc, il n'y a pas de manque de connaissances. C'est le cas chez nos élus aussi, au passage. Un gros manque de connaissances. 2, de la peur. On ne sait pas par quel bout prendre le sujet. Voilà. 3, il y a une logique temporelle qui n'est pas forcément celle de l'entreprise. Il faut voir qu'on est dans une logique temporelle dans l'entreprise qui est extrêmement court-termiste, très souvent. Or là, on parle de long terme. Et quand on veut regarder sur la question du ROI, qui est le retour sur investissement, qui est quand même un des indicateurs clés dans le monde de l'entreprise, là aussi, on ne sait pas très bien comment le mesurer. C'est-à-dire ce qu'on est en train d'enclencher, est-ce que ça va avoir un impact positif sur l'entreprise? Et puis, dernier point aussi, c'est que du coup, rares sont encore les entreprises pour lesquelles les dirigeants sont objectivés sur ces critères-là. La plupart du temps, ils sont toujours objectivés sur uniquement les facteurs économiques, les dimensions économiques. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons aussi, psychologique, manque de connaissances, temporalité, et puis bien sûr la dimension aussi, c'est quoi la performance de l'entreprise, elle reste économique. Donc pour toutes ces raisons-là aussi, du coup ça n'avance pas forcément au rythme souhaité. Voilà, du coup par rapport à ta question, tout le monde ne peut pas se payer Carbone 4. Bah oui, c'est tout le sens de Mission Change en fait. Alors c'est vrai que
la question sur laquelle on est parti, c'est de se dire effectivement, comme je disais tout à l'heure en préambule, désormais quand même beaucoup de grandes entreprises, même si le scope 3 n'est pas encore pris en compte, mais c'est quand même de plus en plus le cas quand même par les grandes entreprises, que faire des petites et des moyennes qui sont bien souvent fournisseurs des grandes. Et plus, les grandes vont demander à ces petites et moyennes d'avoir des produits, des services qui vont dans le sens de la décarbonation. Donc, si elles n'y sont pas préparées, elles ne vont pas pouvoir répondre et elles vont être potentiellement disqualifiées du marché, que ce soit des collectivités publiques ou des grandes entreprises. Et pourtant, elles sont un maillon essentiel. Et puis en plus, elles se disent, quand elles veulent y aller, moi, je suis tellement petite que ça ne sert à rien, en fait. Je n'ai pas d'effet de levier. Donc, notre conviction, c'est, alors on n'exclut pas les grandes, parce que celles qui n'y sont pas prêtes, elles sont bienvenues dans Mission Chain. Donc, il faut massifier. Il faut aller plus vite. Donc, il faut faire faire en masse. Et pour faire en masse, il faut donner accès à ces outils, à la connaissance, à l'accompagnement psychologique aussi des dirigeants. Et c'est ce qu'on se propose de faire, en fait, de façon, on va dire, collective. Parce qu'en faisant de façon collective, on diminue les coûts et en plus, on s'entraide. Et en plus, on peut avoir des effets de levier. En travaillant notamment sur des filières, ce qui est le cas, par exemple, dans le groupe qu'on a actuellement, c'est sûr que si on va à plusieurs voir un fournisseur de l'acier, on va être plus fort que si on y va tout seul. Donc, on pense très fortement pour les années à venir qu'il faut jouer collectif et notamment jouer filière, entre autres. Voilà. D'accord. Ok. Bon, j'allais vous demander, mais en fait, vous avez raconté déjà un petit peu 2-3 choses à ce sujet. Vaut-il mieux aller chez les bons élèves voire recréer des structures vertueuses intrinsèquement que d'aller essayer de changer les choses dans les grands groupes. On a déjà un petit peu répondu à ça. C'est au choix de chacun, mais c'est vrai que Benoît a certains témoignages de gens qui essayent d'avoir une approche un peu plus syndicale dans les grands groupes, mais on a bien noté tout à l'heure que la première chose à faire, c'est de prendre conscience du problème, et voilà, je pense que ce que fait Mathieu aussi en organisant des fresques du climat à Vinci, c'est la première chose. Avant de parler de bilan carbone et tout ça, c'est vrai que les dirigeants ne sont pas toujours formés à ces problèmes. Je ne sais pas, je voulais vous demander, moi j'ai entendu, parce qu'après on va laisser les gens un petit peu poser des questions, on n'a pas eu trop pour l'instant. Je voulais simplement vous demander, est-ce que vous avez, puisqu'on est sur le sujet des entreprises et du climat à la fois, il y a quand même quelque chose qui a retenu mon attention dans l'actualité récente, là, c'est Time for the Planet. C'est une initiative qui a été lancée par quelques personnes pour lever des fonds. Alors, ils parlent d'1 milliard d'euros, je pense qu'ils sont juste à quelques millions pour l'instant, pour créer des entreprises qui ont pour but de lutter contre le réchauffement climatique. Donc, ça sonne un petit peu approche technologique. Est-ce que ça vous parle? Vous y voyez une issue? Parce que c'est vrai que moi j'ai lu pas mal de choses sur le PIB, le CO2, et c'est vrai qu'on parle beaucoup de changement de business model. Vous nous avez parlé de l'analyse du cycle de vie, changement de business model. Là, on est carrément on reste dans le même business model, créer des entreprises pour lutter contre le changement climatique. Et je sais pas si ça vous paraît viable, ça, cette histoire-là? Je sais pas si vous en avez entendu parler, hein, vous pouvez me dire non. Moi, j'en avais pas du tout entendu parler, mais du coup, je viens de taper ça et je viens de regarder. Ils mettent un peu des trucs qui font peur, hein, quand même. Mais non, alors, est-ce qu'ils vont y arriver? Je sais pas. Moi, je suis convaincue d'une chose, c'est que en fait, notre économie et la façon dont on fonctionne actuellement, c'est très personnel, hein, ce que je dis, mais je pense que la façon dont on fonctionne actuellement, elle n'est pas pérenne à tout jamais. C'est pas possible. C'est aussi pour préparer la suite et pour préparer la transition, parce que selon moi, il y aura bel et bien une transition entre notre système actuel et un système futur, quel qu'il soit, peu importe quand est-ce qu'il arrive. Selon moi, il y aura quand même un système différent qui va s'opérer. Sur quel pilier, j'en ai absolument aucune idée. Mais en fait, c'est pas forcément dans la course à la technologie et en étant le Elon Musk de la société entière qu'on va trouver une solution.
Parce que qui dit technologie dit matière première, dit énormément d'énergie, dit matériaux, enfin si j'ai bien compris ce que tu viens de nous dire, dit matériaux rares, dit beaucoup de choses et beaucoup d'extraction. C'est pas forcément le principe de la frugalité et de la sobriété qui, je pense, est le meilleur angle de tir. C'est très personnel. Ceci étant dit, voilà, moi je suis à peu près convaincue que toutes les initiatives, notamment dont parlait Mathieu tout à l'heure, d'aller vers de la permaculture en sortant d'école, c'est important en fait. C'est important de faire ça. Comment choisir où on va? C'est une sensation qui est très personnelle. C'est aussi d'essayer d'aller dans une entreprise, on a la chance de pouvoir faire des stages en école d'ingé. Profitons-en pour tester des entreprises qui nous paraissent, qui nous attirent, des entreprises dans lesquelles on dit peut-être que je me sentirais bien ou pas. Si on s'y sent pas bien, c'est pas grave en fait. On est dans une génération où on va pas faire comme nos parents à rester 40 ans dans la même entreprise. Ça n'existe plus. Et les entreprises le savent. Donc, sachons-le aussi et disons, il n'y a pas de souci. On arrive chez Vinci, chez Decathlon, chez EDF. OK, on reste 4 ans. On en a marre, on part. Moi, j'ai un de mes collègues, il a 2 enfants, 35 ans, 2 enfants. Il vient de quitter tout. Il est parti dans la Creuse à faire de la permaculture. Bah voilà. Et il n'y a aucun souci là-dessus. C'est complètement, je pense que ça va être de plus en plus commun et tant mieux. Parce que pour moi, c'est aussi ce qui prépare la suite. C'est moi personnellement, j'essaye de me dire, je diminue et voilà, on retarde un petit peu le plus possible ce point de non-retour qui est en préparation par d'autres initiatives. Et ces autres initiatives, selon moi, c'est très personnel, c'est pas forcément par la course à la technologie. Mais je vais me renseigner, ça m'intéresse effectivement. Je rebondirai juste sur ce que tu disais là sur le fait je pense qu'il est important aussi dans ce choix entre permaculture, grande entreprise, etc. Ce qui est essentiel, c'est d'aller vers quelque chose que vous aimez et dans lequel vous vous sentez bien, vous êtes intéressé parce que les sujets vous intéressent. Moi, j'adore la construction, quoi. Je trouve ça trop cool. J'adore construire des trucs, voir des trucs à la fin qui sont grands, qui sont beaux, qui sont agréables à vivre. Et je trouve que techniquement, ça m'intéresse. Et c'est pour ça, en fait, que j'y suis. Et du coup, je regarde aussi je regarde ce que je peux y faire avec tout ça. J'aurais eu du mal, effectivement, moi, à bosser chez Total dans un truc, enfin, ou en tout cas sur du pétrole, j'aurais eu du mal parce qu'effectivement, même si j'adorais le sujet de pétrole, je verrais pas un avenir dedans. Et donc, effectivement, j'aurais du mal. Mais de la construction, il se trouve que bon, on en aura toujours besoin. Donc voilà, j'y suis allé. Mais je pense que ça, c'est vraiment essentiel. Attention à ne pas se faire. Je pense que de se faire du mal en se disant attention, il faut absolument que j'aille dans un truc, dans tel truc parce que c'est bien pour la planète. Si vous aimez pas ce que vous ferez, vous serez un boulet, quoi. Et il faut être compétent dans ce qu'on fait et il faut aimer ce qu'on fait si on veut justement bien faire les choses. Ça, je pense, que c'est vraiment vraiment important parce que de temps en temps on l'oublie et je pense que bah voilà, surtout alors d'autant plus quand vous allez dans ces grands groupes où on a dit que bah voilà, qui sont pas forcément vertueux et là où vous observerez probablement le plus de choses qui sont à transformer, mais il faut garder quand même le cap. Faut faire beaucoup de compromis. Moi, à longueur de temps, je suis sur un chantier sur lequel on coule énormément de béton. Je suis en train de travailler sur un chantier qui est une tour à la Défense. Donc autant vous dire que voilà, si j'aimais pas le sujet technique des façades que je suis en train de construire, j'arriverai jamais à retrouver de la motivation pour aller voir ma direction et les engager sur cette transition-là. Donc voilà, je pense que c'est vraiment important de pas oublier ça, quoi. Ouais, bah oui, c'est sûr. On peut pas participer à la transition en faisant quelque chose qu'on n'aime pas, de toute façon. En plus, j'allais vous demander si vous avez des conseils pour le futur pour les ingénieurs. Vous êtes super. Peut-être que Juliette, tu peux envoyer une question Ma question, c'était, voilà, on va essayer de faire un petit aspect formation pour donner des chiffres, que les étudiants remportent quelque chose. Quels sont les plus gros postes d'émission en France? Donc, quel est le premier? Quel est le premier selon vous? Voilà, Juliette, elle a envoyé la question, vous pouvez réagir. Alors, est-ce que vous avez révisé?
Bon, Benoît, tu tires les oreilles aux entreprises et t'as pas le droit de te tromper, hein. Attends un petit peu que les gens répondent. Bon, ça c'est sorti, je l'ai sorti d'un rapport du Chiffre Project qui est bon, lui-même s'informe au niveau du GIEC et d'autres sources, le CDP, etc. En France, on est sur les transports en premier, hein. C'est 28%. Donc non, ce n'est pas l'industrie. L'industrie arrive en deuxième, c'est 23%. Et moi, je trouve ça quand même étonnant. L'agriculture est quand même à 18% de nos émissions. C'est quand même. Live streaming is on. Est-ce que vous nous entendez toujours? Je crois que c'est parti. Non, il y a une petite coupure. Mettez une avalanche de pouces si vous nous entendez. Tu me l'as pris, Hermine, celle-là. Tout va bien. C'est bon, on est à nouveau. Ok. Moi, j'avais une petite question pour terminer, un tout petit peu plus personnelle. Vous nous avez déjà un petit peu raconté, mais pour ceux qui ne l'ont pas fait explicitement, si à un moment, dans votre parcours d'ingénieur, vous avez tous une formation d'ingénieur, à quel moment vous avez eu ce petit déclic? Alors, Mathieu et Clément, c'est de la césure, hein, vous avez vu des choses. Peut-être Benoît ou Caroline. Alors, moi, je ne suis pas ingénieur. Oui, à part toi, pardon, c'est vrai. Non, c'est pas grave. Je le prends pas mal. Moi, j'ai eu le déclic il y a à peu près, il y a plus de 15 ans. Voilà, mais moi, c'est plutôt un déclic personnel quand j'ai été maman, en fait. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, moi, je travaillais dans le marketing et tout d'un coup, il y a des choses qui ont plus fait sens. Voilà, mon moment de déclic. Et puis, il se trouve que je donnais aussi quelques cours à des étudiants en école de commerce, à l'INSEAD, pour pas citer. Et en m'entendant parler de marketing, en racontant mon parcours, etc., je me disais, une petite cloche, quoi, ça va pas. Donc ça, c'était mon premier déclic. Et après, chemin faisant, je l'ai dit, là, ces dernières années, j'ai réalisé à quel point le climat devenait prioritaire, notamment sur les enjeux RSE, puisque du coup, quand on travaille sur les enjeux RSE, le spectre est assez large. On travaille à la fois sur les enjeux environnementaux, sociaux, sociétaux, etc. Et un peu tous au même niveau. Et je me suis dit, non, il y en a un quand même qui prédomine et sur lequel il faut vraiment travailler, c'est l'enjeu climatique. Et quand on tire sur cette pelote-là, on touche ce que j'appelle moi au cœur du réacteur, c'est au business model, à tout de valeur, à la fois. Donc, ça coupe un petit peu. Il faut agir parce qu'il n'y aura pas d'activité économique, il n'y aura pas d'activité humaine dans une planète qui est. Ça coupe un petit peu, Caroline, on t'entend pas très bien. Mais bon, on a bien compris. Peut-être que Benoît, toi, tu as eu un petit. Je sais pas si j'ai eu un gros déclic. Ça a été assez progressif. J'étais déjà assez sensible aux questions écologiques quand j'étais au lycée. En prépa un petit peu, même si j'avais pas trop le temps. Après, c'est sûr que c'est en école d'ingénieur qu'on a plus de temps et que là, j'ai pu vraiment me plonger dans des connaissances plus, m'intéresser vraiment au sujet et en apprendre vraiment davantage sur le sujet. Et je pense que pendant nos années d'études, on a du temps quand même pour explorer autre chose que ce qu'on apprend dans les cours. Malheureusement, dans les cours aujourd'hui, on n'apprend pas assez sur les questions environnementales, voire parfois pas du tout. Donc, il faut en profiter. On a la chance aussi d'être dans un environnement avec d'autres. Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé d'être dans une école d'ingénieur avec d'autres. On se questionnait sur ces questions, on en parlait, on débattait ensemble. Ça fait beaucoup progresser la discussion. Donc, je pense que moi, j'ai beaucoup appris, beaucoup engagé du coup, ces dernières années.
en étant en école d'ingénieur. Et du coup, c'est un peu un conseil que je peux donner, c'est qu'on peut déjà de profiter de nos moments d'études pour se renseigner sur ces questions, et de ne pas hésiter à en parler parce qu'on se rend compte que, enfin, moi, je me suis rendu compte que vite, j'en connaissais plus que les interlocuteurs que j'avais dans les entreprises sur les questions environnementales, patrons de grandes entreprises qui sont un peu la tête dans le guidon et qui n'ont pas le temps de se poser pour prendre un peu de recul sur ces questions. Et du coup, on conçoit, enfin, aujourd'hui, ça devient un sujet tellement important qu'il faut en parler. Et que, effectivement, la formation va être un vrai enjeu dans l'enseignement supérieur, mais aussi dans les entreprises. Voilà. Ok, super. Et moi, je me permets juste, si je peux vous donner quand même une tendance positive de tout ça. J'ai fait la même école que Benoît, et il y a 5 ans, on n'en parlait pas. Pas du tout. Je veux dire, c'était pas du tout un sujet prédominant au sein de l'école, dans le milieu étudiant. Il faut vraiment en être conscient. Et donc, en fait, là où il y a quand même de l'espoir, c'est que vous arrivez dans un environnement favorable, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans. Donc, aujourd'hui, on va vous écouter. Tout le monde est au courant qu'il faut faire quelque chose. Et donc, en fait, c'est un sujet prédominant. Et donc, aujourd'hui, si c'est au cœur de votre vie, et ben, c'est normal et tant mieux. Et c'était clairement pas le cas il y a 5 ans. Voilà, je voulais juste ajouter ça. Oui, super. Peut-être, Juliette, tu as relevé des questions qu'on n'a pas abordées dans le chat ou... Alors, il y en a une. Attends, je la retrouve. Est-ce que Mission Change et ses PME adhérentes proposent des stages, peut-être une solution pour aborder ces sujets? Donc, pour Caroline... Je ne sais pas si... Bon, en attendant que Caroline ait un petit... Non, c'est là. Ça rejoint un petit peu la question précédente, mais peut-être que vous pouvez... moi, j'ai passé beaucoup de temps à regarder des interviews sur la chaîne YouTube Thinkerview, peut-être que vous connaissez ça. À la fin, ce que je trouve intéressant, c'est que les intervenants donnent un livre en conseil aux gens qui regardent. Est-ce que vous avez... j'espère que je vous coupe pas trop de cours, mais un petit livre à conseiller aux étudiants sur ce sujet, plus généralement sur la manière de vous engager, un livre qui vous a parlé autour de tout ce qu'on a un petit peu raconté. Ou si vous n'êtes pas des grands lecteurs, hein, n'importe quoi. Si, moi, du coup, par rapport à mon travail, du coup, dans l'électrique, j'étais tenue de lire ou de relire même La guerre des métaux rares, que je vous conseille. Voilà, je vais pas vous spoiler tout ce qu'il y a dedans. Bah voilà, je suis la même. Vraiment, vraiment top. Il y a plein de choses, ça nous fait réfléchir à plein de choses et ça, même en tant qu'ingénieur, en fait, on réfléchit et on s'ouvre vraiment sur l'impact qu'on a au quotidien sur tout ce qui nous entoure. Donc, n'hésitez pas, je recommande. C'est un classique. Je ne suis pas un grand lecteur, mais du coup, je vais rester dans les classiques. Et j'ai bien aimé lire Sapiens, qui permettait de se repositionner un peu dans tout ça. Et je trouve que ça permet de voir où on est et à quel point, justement, on fait n'importe quoi à l'échelle de l'humanité, de la Terre, etc. Et je trouve aussi de définir un peu notre condition humaine, ce qui nous caractérise. J'ai trouvé ça pas mal pour ceux qui ne l'ont pas lu. Et effectivement, je soutiens Thinkerview. J'ai plus tendance à faire des podcasts dans les transports, etc. Et il y a Thinkerview, il y a pas mal de choses à aller chercher, à se renseigner déjà en écoutant des gens comme ça pendant 1 heure ou 2, ça aide beaucoup, je trouve. Super. Moi, je peux donner éventuellement le livre que je suis en train de lire en ce moment. C'est Le bug humain de Stéphane Boller. Peut-être que vous connaissez. Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'empêcher. Voilà, il s'intéresse aux sciences du cerveau. Et c'est bien intéressant pour comprendre un peu les mécanismes qui font qu'on n'arrive pas à en prendre en compte le sujet dont on sait prendre de nombreuses années que c'est important. Voilà. Et sinon, effectivement, Thinkerview et des podcasts. Enfin, je me renseigne aussi beaucoup comme ça. Super. Hop là, je l'envoie la référence.
que les étudiants l'aient. On a les 2 petites minutes si jamais il y a des questions qui arrivent. Après, on a un planning un peu ric-rac, donc on va devoir s'arrêter là, même si c'est passionnant. Et puis moi, je vous remercie. Vous avez répondu présent, ça vous a enthousiasmé directement, vous avez été super disponible, donc merci beaucoup. C'est vrai que voilà, moi je suis en première année d'études à l'école et il y a beaucoup d'étudiants qui sont en première, deuxième, troisième année et qui se posent la même question que Clémence à l'époque. Et qu'est-ce que je vais faire après l'école? Donc c'est super d'avoir des jeunes ingénieurs qui partagent un petit peu le même constat et c'est vrai qu'on est dans une phase un petit peu plus favorable, donc pourquoi pas s'engouffrer dedans et voir ce qu'il adviendra. Ouais. Donc voilà. Je vous propose de clore le live ici. N'hésitez pas, juste, Amine, je rejoins. N'hésitez pas à aller discuter entre vous, comme le disait Mathieu, je crois, ou Benoît, enfin, comme quelqu'un l'a dit. N'hésitez pas à discuter entre vous, c'est hyper enrichissant, et discuter aussi avec les profs qu'on a la chance d'avoir à Centrale. Je citerai pas de nom parce que je vais faire des jaloux, mais on a des profs qui sont hyper engagés et qui sont hyper ouverts, hyper à l'écoute. N'hésitez pas, ils sont au top et ils peuvent nous faire beaucoup réfléchir sur tout. Donc, allez les voir et vous en faites pas, ils se souviendront de vous même 2 ans et demi après. Et moi, je peux juste du coup répondre à la question qui vient de poser sur est-ce qu'il existe des job boards spécialisés sur la transition écologique. Il en existe plusieurs. Il y a par exemple How I Met Your Planet. Il y a aussi Make Sense. Je peux vous mettre dans le chat. Je sais pas si on aura encore accès au chat après l'amphithéâtre. Ouais, peut-être que je peux les envoyer, Benoît, ouais. Ok, ouais. Je peux vous le mettre. Il y a un document avec une dizaine ou une quinzaine de sites utiles pour des gens qui veulent choisir des entreprises engagées responsables. Un peu de choses. Puis un autre conseil que je peux vous donner aussi, c'est que, n'hésitons pas à challenger les entreprises parce qu'on a de l'impact en tant que jeune, en tant qu'étudiant. Depuis, voilà, donc les entreprises que vous voyez, les gens que vous voyez, c'est pas les titiller sur ces questions environnementales. Ça fera pousser le sujet. Et on sait que les DRH remontent de plus en plus à la direction qu'ils ont de plus en plus de mal à aller dans les écoles sans connaître ces sujets. Donc c'est un bon moyen de faire pression comme on peut le faire, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à les transformer. Super. Bon, merci à tous et je vous dis au revoir et à une prochaine, j'espère, et bonne continuation. Merci pour l'organisation. Bonne journée. Merci. Salut.